c'est un grand plaisir d'être ici. La première chose quand Annie m'a invité, c'est je lui ai dit, oh, absolument, je vais le faire, ça. Puis cette soirée-là, j'ai eu un coup de panique. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je fasse ça en français? Ça fait quand même 44 ans que j'habite aux États-Unis et les mots français ne me viennent pas si facilement. Donc ça va être en franglais. Si vous avez des questions, on cherchera un dictionnaire. Je suis aussi très content de remercier Total qui finance cette série de l'AIUS et de cours, et mon frère Jean-François en particulier. Je vais vous donner une présentation qui est beaucoup plus étroite que celle d'Annie. Vous allez revoir certaines de ces diapos, mais dans un sens très précis, l'étude des zones sismiques. Toutes mes diapos sont en anglais, alors si je me mélange les pédales, ne rigolez pas trop. Quand j'ai accepté de donner ça, j'ai posé la question à des tas d'amis de par le monde. Est-ce que vous pouvez me donner des matériaux, est-ce que vous pouvez me donner des diapos, des présentations que je puisse utiliser? Et je suis arrivé ici en France vendredi avec plusieurs centaines de diapos. Hier soir, il n'y en avait encore que 200. Ça s'est redescendu. On devrait tenir en une heure à peu près. Les types d'observations dont on dispose pour étudier les zones sismiques vues de l'espace forment essentiellement trois groupes. Le premier groupe est un groupe d'observation optique où on utilise l'illumination solaire. Et c'est dans toutes les photos de télédétection de satellites avec des caméras de plus en plus raffinées en fonction du temps. Deuxième groupe est un groupe où on essaie de suivre des satellites en orbite autour de la Terre et de les utiliser pour déterminer les déformations au sol en calculant la position des stations au sol. Et le troisième groupe, qui est beaucoup plus ambitieux, est essentiellement illuminer la Terre artificiellement avec une source de radiation optique ou micro-ondes, et c'est les radars et les lidars. Alors je vais suivre cette organisation et vous donner un peu d'idée de ce qu'on peut faire dans ces domaines-là. Et puis je me suis gardé 4 ou 5 diapos à la fin pour faire un peu de science-fiction. C'est toujours amusant. Alors vous savez bien où se trouvent les séismes dans le monde. Tout le monde connaît la ceinture pacifique, tout le monde connaît les grandes frontières de plaques. Il y a des endroits par contre où la sismicité est diffuse, certainement dans le Tibet, au nord du Moyen-Orient, dans l'ouest des États-Unis, il y a plusieurs endroits où il y a des déformations à l'intérieur des plaques. La géométrie des plaques a été bien connue depuis maintenant 40-45 ans. Et toutes ces plaques sont maintenant mesurées très précisément par des moyens géophysiques, géochimiques, géomagnétiques, mais maintenant de plus en plus par des moyens géodésiques, avec le satellite laser ranging, l'interférométrie à très grande longueur de base qu'on utilise en astronomie. Et ce qui se fait surtout maintenant, c'est des systèmes satellitaires comme GPS, GNSS et DORIS en France. En ce qui concerne les séismes, une fois de plus, non, simplement pour recadrer, on a des frontières de plaques qui sont des frontières de plaques divergentes, des frontières de plaques qui sont convergentes, et des frontières de plaques où il y a des décrochements comme ça. Et les types de séismes, en général, sont une combinaison de décrochements horizontaux, coulissement, enfin failles en coulissage, des failles normales, là où les plaques se séparent, et des failles inverses, là où les plaques, thrust force, là où les plaques se rejoignent. Une chose qu'on oublie tout le temps, c'est que l'énergie dans les tremblements de terre est absolument énorme. Alors, ce que vous avez ici, c'est la magnitude de 2 à 10. Le plus grand séisme, comme avait dit Annie,
qu'on ait vu jusqu'à présent, un séisme de magnitude 9,5, 9,6 au Chili en 1960. C'est le premier séisme où on a pu observer directement les vibrations propres de la Terre. Mais le séisme d'Alaska du Vendredi Saint de 1964, très gros, celui de Sumatra d'il y a très récemment était également très gros. Et chaque fois qu'on descend d'un ordre de grandeur en magnitude, le nombre de séismes augmente d'un facteur 10. Alors donc, pour chaque séisme, il y a à peu près un séisme globalement sur Terre par an de magnitude 8. Il y en a 10 de magnitude 7, 100 de magnitude 6, 1000 de magnitude 5, et tout un tas quand on est dans les petites magnitudes. Et on me demande toujours, et ça c'est une chose, même dans un pays où il y a beaucoup d'expérience du public avec la sismicité, pourquoi est-ce qu'on ne change pas, on ne fait pas l'effort de créer des tas de petits séismes de façon à éviter les très gros? Hein? Ça paraît raisonnable. L'inconvénient, c'est que toutes les fois qu'on augmente d'un ordre de grandeur en magnitude, l'énergie augmente non pas d'un facteur 10, mais d'un facteur 30. Donc, par conséquent, pour avoir un magnitude 8, par exemple, au lieu de demander 10 magnitude 7, on réclame 30 pour conserver l'énergie, 900 magnitude 6, 27 000 magnitude 5, ça va très vite, et il n'y en a pas assez. Alors de toute façon, ce qui se passe ici, c'est que pratiquement toute l'énergie sismique est contrôlée par les très gros séismes, et en fait, ce sont les séismes qui causent les plus grands dommages, bien sûr. Et en fait, on peut faire des cartes globales du risque sismique, et bien sûr, ces cartes, on ne voit pas les rides océaniques au milieu des océans, parce que personne n'y vit, donc il n'y a pas de risque. Mais on voit très bien ce qui se passe le long des zones de convergence. Et les choses qui sont intéressantes ici, c'est que dans les Alpes, dans le Tibet, et dans l'Ouest américain et dans les Andes, il y a des zones assez larges où le risque sismique est relativement élevé. Donc, pourquoi utiliser des méthodes spatiales pour étudier ce genre de problème? Cette diapo est absolument extraordinaire. Elle a été créée par mon ami Roger Bilham. Ce qu'on voit ici, c'est sur une échelle logarithmique le nombre de morts associés avec un séisme, et sur une échelle logarithmique le coût de la reconstruction après ce séisme. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est que les séismes qui ont lieu dans des régions bien développées, dans les pays riches fondamentalement, ont relativement peu de morts et coûtent très cher. Alors que les séismes qui ont lieu dans des pays beaucoup moins développés, plus pauvres, créent un nombre extraordinaire de fatalités et coûtent bien sûr beaucoup moins cher. Bon, ce n'est pas tellement surprenant finalement, mais la chose qui est absolument abasourdissante, c'est cette pente. Non seulement les gens qui ont un business dans les assurances pourraient aimer ce genre de graphique. 100 morts par milliard de dollars. Tous ces gens-là coûtent plus de 10 millions de dollars par tête de pipe, et ces gens-là coûtent moins de 10 millions de dollars par tête de pipe. Et ça, ce facteur d'échelle est absolument extraordinaire. Bon, alors c'est pour ça qu'il faut étudier les séismes. Je vais commencer avec les images optiques. Et ces images optiques avec illumination passive du Soleil. Et vous avez tous vu Google Earth. Et en fait, Google a sorti il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, un outil gratuit où ils ont repris des images de par le monde, des images spatiales,
ils ont traité des milliards et des milliards d'images, et on peut retrouver pour chaque endroit de par le monde, chaque volcan, chaque zone sismique, une histoire de la déformation, une histoire des changements de la surface de la Terre. Alors, j'utilise ça bien sûr pour les choses comme le développement minier, les développements des schistes bitumineux au Canada, les développements miniers dans les Appalaches, les développements d'agriculture dans l'Amazone. Et on peut voir tout le monde. C'est gratuit, tous les gens de la planète peuvent le voir, il suffit d'avoir un ordinateur. On peut voir ce qui se passe sur la planète en ce moment et à quelle vitesse ça se passe. Quand est-ce qu'on a commencé à regarder les images satellitaires pour regarder les séismes? C'est une image qui a été utilisée ici par mon ami Paul Taponnier et ses collègues, Peter Molnar en particulier, mais les étudiants de Paul aussi. Et c'est une image de Landsat avec une résolution de 80 mètres par pixel. Comment on dit pixel en français? Pixel. Et c'est une faille dans le Tibet où on voit très bien la signature géomorphologique de la faille. On voit également très bien qu'il y a des décrochements des fleuves, tous dans le même sens. Donc c'est une faille qui est en coulissage. Et on peut en fait mesurer le déplacement le long de la faille. Et c'est pour la première fois que les géologues se sont rendus compte que les photos satellitaires ont permis d'identifier des éléments tectoniques géants. Cette faille, on va d'ici à ici, elle fait presque 1000 km de long. Et bon, c'est une chose qui n'était pas connue à l'époque. On pensait simplement parce qu'il y avait une convergence entre la plaque indienne et le Tibet que toutes les failles ici seraient des failles inverses. Et par contre, il est très clair dans les images que la faille est une faille en coulissage. 14 ans après, avec Spot 2 et le traitement d'images panchromatique, la même faille se voit maintenant à une résolution de 10 mètres. Au point de vue R, c'est une augmentation de résolution d'un facteur 100, pratiquement. Et par exemple, voici un cône de déjection avec la faille qui va au travers, et on peut retrouver des petits détails maintenant. Chacun de ces torrents et un décrochage le long de la faille qu'on peut en fait mesurer. Et avec beaucoup de travail, qui était à l'époque fait beaucoup à la main, on peut reconstruire des cartes géologiques qui prendraient un temps fou à faire si on était sur le terrain. Et la seule chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas encore faire maintenant, c'est de dater ces décrochements. Alors, il faut quand même, heureusement pour les géologues dans l'auditoire, il y a quand même des choses à faire en géologie. Il faut aller sur le terrain, il faut aller voir, il faut prendre des échantillons, il faut les dater. Mais par contre, la cartographie à grande échelle est quelque chose qui est essentiellement résolu. 13 ans plus tard, la même faille, un peu plus loin, est imagée maintenant avec une résolution de 70 cm, mieux qu'un mètre. Et c'est le décrochement associé au tremblement de terre de magnitude 8 de 2001 qui est visible ici très bien. Avec, on voit également tous les torrents qui sont décrochés très proprement. Et non seulement ça, on peut faire ça au niveau métrique si on veut faire du processing au niveau du pixel. Alors, voilà un petit bout de faille. Maintenant, on passe à 100 mètres sur une faille de plusieurs centaines de kilomètres ou milliers de kilomètres. On peut faire des mesures à l'échelle du mètre. Ça montre que le système physique qui contrôle la cassure est extrêmement compliqué. Et en fait, on peut voir des choses assez intéressantes. Par exemple, ici, ce décrochement ici, pour réaligner
ces moraines, enfin, ces talus, demandent un déplacement de 31 mètres. Mais un peu plus loin, ici, pour réaligner ces décrochements-là, il faut un déplacement de 63 mètres, mais c'est un talus qui est bien plus haut dans la topographie, et par conséquent qui est plus vieux. Si on va encore plus loin, il nous faut un décrochement de 110 mètres. Ah, alors si on pouvait dater les surfaces qui sont décrochées, faire un graphe en fonction de leur âge, on pourrait recouvrer une certaine histoire sismique de la faille. Et en fait, ça se fait très bien en regardant les systèmes de talus qui sont dans les torrents. Et on peut faire un graphe ici qui est le temps de récurrence de tremblements de terre de taille approximativement 8 jusqu'à des constantes de temps de plusieurs centaines d'années. Donc, il y a un progrès ici où on peut en fait atteindre un contrôle quantitatif du faillage. Et une des choses qui est vraie, c'est vrai même à petite échelle, mais qui est vraie à très grande échelle, c'est que le décrochement ce n'est pas une fonction lisse, c'est une fonction extrêmement compliquée. Et en fait, il y a même des endroits où il y a des barrières au faillage qui restent évidemment pendant plusieurs cycles sismiques, donc pendant plusieurs centaines d'années. Et ça nous donne des idées en ce qui concerne la physique de faillage. Cette distance ici est à peu près de 300 ou 400 km et on voit très bien comment les détails de géométrie de la faille correspondent à des détails du déplacement. Ça peut se faire maintenant très bien automatiquement. Et le professeur Jean-Philippe Avoua, qui aussi vient de l'IPGP et de l'école normale, et qui travaille à Caltech maintenant, a développé des logiciels avec ses étudiants pour faire ça essentiellement automatiquement. Donc on voit dans les images, c'est des images spot qui n'ont pas une très grande résolution, mais on voit très bien les endroits où le faillage a une vitesse suffisante pour avoir une couche lisse, une trace lisse à la surface, et d'autres endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Donc, juste regarder, juste se mettre en orbite, avoir une bonne caméra, avoir de bonnes photos, ça nous apprend beaucoup de choses à une échelle qui est pratiquement impossible à suivre à pied sur le terrain. Et c'est ce genre de choses qui a permis à Paul Taponnier et ses étudiants et ses collègues de proposer un modèle de ce qui se passe en fait au Tibet. L'Inde se déplace vers le nord, entre en collision avec l'Eurasie, et dans ce processus, le Tibet est éjecté, un peu comme un pépin de pomme qu'on presse entre ses doigts, est éjecté sur le côté. Et c'est pour ça que bien que ce soit de façon prédominante un système en compression, il y a des très très grandes failles qui sont des failles de coulissage. Donc on apprend des choses au sujet de la Terre de ce côté-là. La deuxième technique est de suivre des objets en orbite autour de la Terre. Alors je crois qu'Annie, dans les cours précédents, a parlé de satellite laser ranging et probablement aussi des satellites GPS. Je ne vais pas parler beaucoup de ça du tout, parce que ça, ce n'est pas tellement utilisé pour les études sismiques. Par contre, les systèmes GNSS, ça c'est Global Navigation Satellite System, ils sont partout maintenant. Tout le monde a son GPS. Les Européens ont lancé un système Galileo qui a maintenant je ne sais plus combien de satellites, 5, 6. GLONASS est le système russe. Beidou, le système chinois.
Et il y a énormément de ressources maintenant. Il y a 120 satellites en orbite autour de la Terre qu'on peut utiliser pour ce genre de besoin. Et les récepteurs GPS sont maintenant capables d'écouter des satellites de toutes ces constellations. Ayant fait ça, on peut recouvrer la vitesse et le déplacement des plaques à une échelle de temps de quelques années. Alors ça répond à une question qu'on s'était posée pendant très très longtemps. Parce qu'avec la géologie, on peut, en faisant un gros effort, retrouver la vitesse des plaques et le déplacement des plaques à une échelle de temps de 1 million d'années, peut-être si on travaille vraiment dur, de 1,5 million d'années. Est-ce que ça a à voir avec quelque chose qui se passe à l'échelle de 10 ans? Et en fait, c'est vraiment surprenant. Ça marche très bien. Ce qu'on mesure sur 10 ans, en gros, ça correspond très bien avec ce qu'on mesure sur 1 million d'années. Sauf dans des endroits comme l'Ouest américain, sauf dans les endroits où il y a des zones de déformation beaucoup plus complexes. Et ça devient intéressant, parce que c'est en général les endroits où il y a des gens qui habitent, et c'est les endroits où il y a des tremblements de terre. Et on apprend des choses qu'on ne savait pas. Herb Dragot, il y a une dizaine d'années, a découvert, c'est la côte ouest des États-Unis, Seattle est ici, c'est l'île Vancouver ici, et les points que vous voyez sont des sites de mesure GPS. Ce sont des points ancrés au sol, très stables, où on mesure la position du récepteur GPS, ou de l'antenne GPS, très précisément, des jour après jour après jour après jour. Et ce qu'il a découvert, c'est que si on enlève la vitesse moyenne de convergence entre la plaque Juan de Fuca et la plaque américaine, c'est pas lisse. Il y a des moments où tout d'un coup, ça glisse un petit peu plus. Pendant très longtemps, ça se déforme, mais ensuite, ça glisse un petit peu plus, et ainsi de suite. Et ça se répète vraiment très bien. Et non seulement ça, mais quand ils ont commencé à regarder ça, le même système sur des sismomètres, ils ont découvert que dans ces épisodes de glissement, on trouve des vibrations très faibles, manifestement assez profondes, une quarantaine ou soixantaine de kilomètres, qui nous disent quelque chose au sujet de la rhéologie du contact des plaques. Alors tout d'un coup, tous les sismologues et tous les géodésiens du monde se sont mis à regarder ce genre de choses. Et il y a un autre endroit, par exemple, où ça se voit bien. C'est sur la partie sud de la grande île de Hawaï. Kilauea est juste ici. En fait, le volcan lui-même glisse par épisodes successifs avec des glissements qui ne sont pas sismiques. Donc c'est un petit peu comme un glacier. Ce n'est pas tout à fait la même rhéologie, mais du point de vue mécanique, ça se ressemble. Et on se demande maintenant, la grosse question, est-ce qu'avant un gros tremblement de terre, qui va arriver un jour, par exemple à Seattle, on s'attend à avoir un tremblement de terre de la même taille que le séisme du Japon, ça s'est arrivé dans le passé, il y a plusieurs centaines d'années, on se demande s'il y a peut-être une accélération de ce genre de processus, auquel cas ce serait probablement une bonne idée de surveiller ça de très près. En fait, il y a maintenant dans le bassin du Pacifique plus de 3000 stations GNSS, la plupart sont GPS, qui sont des stations très précises, de très haute qualité. Il y en a presque 1500 au Japon, il y en a presque 1500 dans l'Ouest américain. Et on mesure leur position par rapport à un système de référence global qui est défini par un certain nombre de techniques dont vous avez entendu parler dans des cours précédents, VLBI, Satellite Laser Ranging et DORIS, et également GPS. Alors maintenant, on peut commencer à faire des choses plus quantitatives.
par exemple, on peut calculer le déplacement cosismique des points mesurés par les stations GPS au Japon. Et on peut faire ça maintenant avec une latence, on dit latence? Une latence très faible. On peut faire ça très rapidement après la prise de données. En fait, le temps qui sépare le moment où une donnée est prise par le GPS et le moment où un chercheur peut récupérer les données et faire une analyse dépend complètement de systèmes bureaucratiques. Il faut que quelqu'un signe, il faut que... Non. Mais en principe, on devrait pouvoir faire ça essentiellement en temps réel. Et en fait, si on regarde ce qui se passe sur le réseau du Japon, voilà ce qui s'est passé durant le tremblement de terre du Japon. Ce que vous voyez là, c'est les déplacements horizontaux et les déplacements verticaux des sites GPS durant les premières 3 minutes après le tremblement de terre. Et on voit très bien les ondes de déplacement qui se propagent à travers tout le Japon et verticalement également. Ça, c'est une chose intéressante parce que jusqu'à présent, on n'avait que des accéléromètres et des vélocimètres au point de vue sismique. Tous les instruments sismiques mesurent une vitesse du sol ou une accélération du sol. Et pour reconstruire le déplacement du sol, il faut intégrer. Et toutes les fois qu'on intègre, on intègre du bruit et il faut essayer de contrôler ce bruit. Ici, on a un système qui mesure directement le déplacement. Non seulement ça, mais il mesure le déplacement dans un système de référence qui est connu à une précision d'1 centimètre ou mieux. Donc, non, c'est un gros projet. Et en fait, on est capable maintenant de mesurer les positions GPS à des vitesses de 1 fois par seconde, tout à fait précisément. Et ce que vous voyez là, c'est en bleu, la ligne bleue ici, c'est un accélérogramme intégré 2 fois et contrôlé, mais les points rouges sont les points mesurés par GPS. Donc, il y a une convergence des capacités de géodésie et des capacités de séismologie qui est vraiment bonne. Parce que si on attend que les ondes sismiques se propagent à travers la Terre et arrivent à des stations sismiques à grande distance, les ondes les plus rapides, les ondes P, ont une fréquence de 1 Hz jusqu'à 1 dixième de Hertz. Elles prennent 10-20 minutes à se propager, depuis le Japon jusqu'à, disons, Hawaï, à moitié du Pacifique. Mais ce sont des ondes de courte période. Les ondes de courte période, ça ne peut pas voir la structure d'un très grand tremblement de terre. Si on veut voir quelque chose d'un peu mieux à grande échelle, il faut prendre des ondes de surface de 20 secondes. Celles-ci, elles ne se propagent pas tellement vite. Et elles prennent jusqu'à 1 heure pour aller jusqu'à Hawaï. Et puis si on veut voir toute la faille, il faut regarder les fréquences d'oscillation libre de la Terre. Et ça, on n'a peut-être pas ça avant 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 semaine. Alors que si on avait des mesures GPS en temps réel, on pourrait avoir directement le déplacement en temps réel et une mesure directe de la taille du séisme. Et les gens qui font ce genre de choses sont vraiment très convaincus que c'est la façon de faire. Donc, si on regarde les calculs de tsunami, dans ce cadre ici, la faille pacifique est fixe. Et ce qui s'est passé, c'est que le Japon est monté au-dessus de la faille pacifique dans ce système de référence. Et ça a engendré le tsunami qu'on voit très bien ici. Et le calcul satisfait exactement les données. Et on peut faire ça avec les calculs de GPS.
Non, vraiment très bien. Ah, mais si on pouvait faire ça tout de suite, en temps réel, alors la seule constante de temps qui nous manque pour donner un coup de main aux gens qui vont être soumis au tsunami, c'est de pouvoir faire le calcul du tsunami aussi vite que possible. Et même avec une petite machine, on peut en fait prendre le déplacement sur cette faille et en faire un calcul de tsunami qui prend une quinzaine de minutes sur une petite machine. D'ici 5-6 ans, ça prendra 3 minutes. Voilà ce qu'on voit. On peut voir directement. Ça, c'est un calcul qui est reconstitué à partir des données GPS, mais le calcul a été fait plusieurs jours après. La question est de savoir si on peut le faire en temps réel. Et avoir au moins des moyens de prévenir les gens ou des moyens de réduire l'impact des dommages. Si ça prend 40 secondes pour que quelqu'un soit averti et que le tsunami arrive en 2 minutes, ça ne donne pas beaucoup de temps pour aller quelque part. Et ça donne suffisamment de temps pour ouvrir les stations de police, arrêter les trains, fermer les ponts, et ainsi de suite. Bon, éteindre le gaz, et ainsi de suite. Donc, il y a une bonne chance qu'on puisse faire quelque chose de mieux dans le futur. Alors, la troisième partie de la présentation, c'est d'utiliser une illumination de la surface qui est active, ou bien en micro-ondes, alors en utilisant un radar ou une paire de radars, ou bien en laser. Et pour le moment, on ne fait pas grand-chose en laser depuis l'espace, mais on a appris à le faire très bien depuis des avions, et je vais vous montrer des exemples. Alors, la première chose que Annie vous a déjà discuté, c'est le Shuttle Radar Terrain Mission, qui a essentiellement mesuré la topographie du monde entre moins 60 et plus 60 degrés de latitude. Pour la première fois, les données à la résolution de 90 mètres, vous pouvez les avoir gratuitement. Il y a des endroits où les données sont meilleures, à 10 mètres, vous pouvez les avoir aux États-Unis, mais pas partout dans le monde. Mais c'est bien, ça s'arrange bien. Et maintenant, ils ont ajouté des calculs faits avec les radars Aster, qui est un satellite qui est en orbite polaire, et c'est complémenté maintenant avec un modèle de topographie qui va jusqu'au pôle Nord et jusqu'au pôle Sud. Un des premiers exemples, par exemple la topographie du Mont-Kenya en Tanzanie, c'est une chose qui n'est pas tellement connue, enfin on savait bien, mais ça c'est tellement meilleur que ce qu'on avait avant 1990 qu'il y a un avantage énorme. Ça, c'est la faille sismique qui passe devant Salt Lake City, dans l'Utah. Et on voit très bien ça dans la morphologie du SRTM. Alors, comme avait dit Annie, les gens avaient bien pensé qu'on pouvait faire de l'interférométrie pendant longtemps. Et il faut que je vous dise, je me souviens très bien être assis avec mes collègues en Californie et voir la couverture du journal Nature quand Didier Massonnet et ses collègues ont publié leur papier. Tout le monde avait la boule. C'est vraiment impressionnant. Parce que la chose qu'on ne se rend pas bien compte, c'est une carte qui fait approximativement 100 km de long. La faille elle-même fait 70 km d'ici à ici. Et les pixels ici font à peu près 30 mètres. Donc on a une carte continue à 2 dimensions de la déformation de la Terre associée à ce tremblement de terre. Et il est impossible de penser à mettre un point GPS tous les 30 mètres partout dans le monde. Ce n'est pas possible. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre des points GPS ici et là,
de leur demander de faire des mesures rapides, et par conséquent d'avoir une série temporelle précise et continue, et d'avoir des cartes comme ça une fois de temps en temps, et d'avoir une co-registration de ces deux systèmes. Et c'est le goal, c'est le but que les gens se font en ce moment. Alors tout d'un coup, tout le monde a appris à faire ce genre de choses. Les étudiants ont passé des nuits entières à apprendre à utiliser le logiciel. Et on a eu un coup de chance, un tremblement de terre dans le désert Mojave, pas très loin du premier, dans un endroit où personne n'habitait. En fait, la plupart de ce tremblement de terre est dans une zone militaire où ils n'aiment pas tellement avoir des géologues venant avec leur marteau de géologie parce qu'il y a beaucoup d'obus non explosés, etc. Ils ne sont pas contents. Par contre, coup de bol, il y avait une mesure faite le 15 septembre et une mesure faite le 20 octobre. Et en 24 heures, plusieurs groupes ont calculé un interférogramme pour ce tremblement de terre, qui est en fait un tremblement de terre assez gros, 7,1 je crois, je ne me souviens plus. Et ça a permis immédiatement de faire un calcul du déplacement le long de la faille par inversion géophysique. Et ça devient vraiment intéressant, parce que tout d'un coup, on peut commencer à reconstruire ce qui s'est passé en fait sur la faille. Et maintenant, c'est fait de façon courante. Le seul inconvénient, c'est que ça a utilisé des données ERS, et ERS a un radar à bande C, dont la longueur d'onde est à peu près 5 cm, et une onde radar de 5 cm de longueur d'onde, ça voit les feuilles, ça voit la végétation, et pas nécessairement le sol en dessous. Alors ça marche très bien dans le désert où il n'y a rien, mais ça marche beaucoup moins bien où il y a une forêt dense, ça ne marche pas dans les forêts vierges. Et depuis le milieu des années 90, il y a beaucoup de géologues et de géophysiciens qui demandent qu'on fasse des radars à plus grande longueur d'onde L de 20 cm, parce que ça ne réagit pas aux canopées, aux feuilles, et ça nous permet de voir le sol. Mais dans les endroits où il n'y a pas grand-chose qui pousse, on voit des tas de choses. Personne n'avait aucune idée de ce qui se passait dans les volcans des Galapagos. Et tout d'un coup, ils ont découvert qu'il y a ce volcan, le volcan Darwin, qui a monté de 22 cm. Celui-là est monté de 1 mètre, et ainsi de suite. Et si on avait des mesures suffisamment fréquentes, on pourrait faire un calcul de tuyautage qui se passe en dessous. Il y a manifestement des choses qui se passent sous la croûte qui permettent à ces volcans de communiquer les uns aux autres et de comprendre un peu mieux la physique de ce qui se passe en dessous. En fait, on peut voir ça en Indonésie, où des mesures faites maintenant avec plusieurs passages du satellite, on voit très bien certains volcans qui sont beaucoup plus actifs que certains autres. Donc les volcanologistes sont très contents avec ce genre de choses. Voici un endroit, je ne sais pas s'il y a beaucoup de skieurs ici, mais il y a une station de ski qui s'appelle Mammoth en Californie. Et c'est près d'un ancien volcan qui a fait éruption il y a 700 000 ans et qui a maintenant un dôme résurgent. Et il y a manifestement de l'activité volcanique à faible profondeur, 5-6 km, pas plus. Et on aimerait bien surveiller, enfin de voir si c'est quelque chose qui se passe dedans. Et en fait, avec suffisamment de passages du satellite, on voit bien le gonflement de ce dôme résurgent en fonction du temps. Et on voit que c'est vrai, en fait, parce qu'il y a des stations GPS là, qui sont représentées par ces points, qui permettent de vérifier que les deux techniques donnent le même résultat.
Alors l'avantage de faire ça vu de l'espace, c'est qu'on n'a pas toujours les ressources ou le temps ou la possibilité d'aller faire des mesures sur le terrain. Et en 2010, il y a eu une magnitude 8,8 au Chili qui a créé un tsunami. Et heureusement, on a eu la possibilité d'obtenir des données japonaises du radar Pulsar du satellite ALOS, qui travaille en bordel. Et les points avec les flèches que vous voyez ici sont des points GPS, mais toute la carte, entre-temps, est une carte faite par radar. Et si on regarde ça à plus grande échelle, on peut en fait mesurer la déformation du côté, sur la côte est d'Amérique du Sud, qui est associée à ce séisme. Ayant fait ce calcul, bien sûr, on peut calculer le tsunami théorique et vérifier que ce calcul est en fait tout à fait correct. Il y a un accord très acceptable, surtout du point de vue amplitude et fréquence du tsunami, avec les mesures qui ont été faites. Et ce que les agences comme la NASA et la NOAA, et certainement de CNES et JAXA au Japon, voudraient bien pouvoir faire ça essentiellement en temps réel. Et c'est là où on va. On va vers un système où on peut faire des calculs de ce genre-là et des interprétations essentiellement en temps réel avec une précision qu'on appelle géodésique, c'est-à-dire une bonne précision relative au système de référence terrestre. Voilà un autre exemple qui est également intéressant. C'est un tremblement de terre qui est au milieu du sud-ouest de la Chine, dans une région où on ne peut pas y aller très facilement. Il y a eu un tremblement de terre je ne me souviens plus, magnitude 7, quelque chose comme ça. Et on se demandait ce qui s'y passait. Et juste par hasard, il y avait des données ALOS, des données du satellite japonais, qui travaillent en bordel, donc qui n'est pas sensible à la végétation, et qui permet d'obtenir des franges d'interférence et de cartographier exactement où se trouve la fracture en surface. Et ça a permis une collaboration très nette avec non seulement les sismologues et les géodésiens chinois, mais les services de santé et les services d'urgence pour leur dire exactement où aller. Le temps que ça a pris est également assez extraordinaire. Ça a pris moins de 3 semaines pour obtenir les données, avoir un nouveau passage du satellite, faire l'analyse et transmettre ça au gouvernement chinois. Donc, non, le futur est là. Par contre, 3 semaines, ça me paraît un peu long. Hein. On a toujours besoin d'avoir un peu de chance. Allons en Californie. Donc, c'est le sud de la Californie. Ici, c'est San Diego est ici, Los Angeles est ici. C'est le Mexique, c'est le golfe de Californie. Et la frontière internationale passe à peu près ici. Et il y a eu un tremblement de terre le jour de Pâques 2010, que j'ai très bien senti. Je suis immédiatement allé au bord de la piscine pour voir ma piscine se déplacer comme ça, ce qui a dérangé profondément mon épouse, me disant qu'il ne faut pas aller mettre au milieu des choses comme ça. Eh bien, ce n'est pas commode d'aller faire de la cartographie continue dans ces régions-là, parce qu'il n'y a pas de route, c'est très sauvage, il n'y a pas de téléphone, rien du tout, il n'y a pas de téléphone portable. Par contre, il n'y a pas beaucoup de végétation et on peut prendre des images satellitaires extrêmement bonnes. Si on va plus au nord, le long de la faille San Andreas, donc la frontière mexicaine est ici, San Francisco est ici, San Diego est ici et Los Angeles est ici. Et voilà la faille de San Andreas qui a eu la fracture la faille de 1906, allant depuis le sud de San Francisco jusqu'en haut au Cape Mendocino.
Une zone où il y a très peu de gros tremblements de terre, où la faille glisse en fluage. Un gros tremblement de terre en 1857. Et ici, c'est là où tous les sismologues de Californie du Sud sont vraiment intéressés. Parce qu'on peut voir avec des datations d'anciens séismes, il doit y avoir un séisme sur ce segment de la faille qui ferait un séisme de magnitude de 7,2 à 7,5 tous les 125 ans. Et le dernier séisme était il y a 350 ans. Donc, non. J'habite ici. On est intéressé. Et on se demande si il y a des mesures qu'on peut faire pour voir ce qui se passe en détail sur la faille quand elle ne bouge pas trop. Alors, au milieu de la Californie, c'est là où il n'y a pas beaucoup de tremblements de terre, mais il y a du fluage. On peut avoir des interférogrammes qui sont en fait vraiment très bons. Cette distance est une toute petite distance. C'est quelques centimètres. Mais on obtient ça en utilisant un très grand nombre de passages et en faisant du stacking, en faisant de la superposition d'interférogrammes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, peut-être qu'on peut faire le sud. Et mon collègue Joey Fialco et ses étudiants ont publié cette étude. Au sud, donc c'est le Salton Sea ici, San Diego est ici, Los Angeles est ici, et c'est le bout de la faille San Andreas qui n'a pas bougé depuis 350 ans. Mais il y a que c'est compliqué, parce qu'il y a la faille San Andreas, il y a la faille San Jacinto, il y a la faille Elsinore, et on ne sait pas exactement où ça risque de casser, et on ne sait pas exactement quelles sont les contributions de toutes ces failles à la déformation dans le sud. Peut-être qu'il ne faut pas s'inquiéter ici, peut-être que toute la déformation est prise sur une autre faille. Alors, ce qu'il a fait, bien sûr, c'est qu'il a utilisé tous les points GPS connus dans le coin, et il a fait des profils entre A et A'. Donc A est au nord-est, A' est au sud-ouest, et il a comparé le déplacement calculé par les interférogrammes, le radar, et les déplacements mesurés par GPS à des points isolés. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a très clairement une signature associée avec la déformation de la faille San Andreas qui indique qu'il y a un mouvement assez profond. Profond en Californie, ce n'est pas très profond, une dizaine, quinzaine de kilomètres. Et c'est bloqué en surface. Mais il y a à peu près la moitié de toute la déformation qui est prise sur les autres failles. Donc ça nous permet de refaire le calcul et de voir exactement ce à quoi on devrait s'attendre. Je vais vous montrer quelque chose qui est fait par les gens de Caltech, Mark Simons en particulier et ses étudiants, qui s'appelle analyse de déformation régionale. En utilisant les images radar pour découvrir où se passent les grands dommages. Voici une carte de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Vous vous souvenez du tremblement de terre de Christchurch, tout petit, 6,3. Mais ça a vraiment endommagé la ville. Et tous les endroits qui sont peints en rouge sont des endroits où la corrélation d'images radar successives est perdue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a tellement changé qu'on ne peut pas recouvrer la phase, le changement de phase. Et ça se cartographie très bien, se superpose très bien aux dommages enregistrés par les services de secours après. Donc, si on avait un système de satellites qui nous permette de prendre des images rapidement après un tremblement de terre, on pourrait faire quelque chose d'utile et trouver
exactement où aller de façon à apporter des secours. Et ça se vérifie dans ce pays, dans ce coin-là. Exactement, on peut vérifier ça au niveau du bâtiment individuel. La même chose au sujet du tsunami. Je crois que c'est une autre version de la photo que Annie vous a montrée avant. Tous les endroits en rouge ici sont les endroits qui ont été dévastés par le tsunami et que par conséquent on peut voir exactement où aller trouver les problèmes. C'est le tremblement de terre de Haïti. Et là, la seule raison pour vous montrer ça, c'est que voilà la carte faite en bande C, 5 cm de longueur d'onde. Voilà la carte faite en bande L, 20 cm de longueur d'onde. Et à 20 cm, il y a suffisamment de Moyen-Âge de façon à ce qu'on puisse recouvrer des franges. Et du point de vue géophysique, ça vous permet de vous dire où se trouve la fracture et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bien. En ce moment, on n'a que ces satellites-là pour faire du radar. ERS, bien sûr, Envisat, bien sûr, ALOS, qui est japonais, qui est en bande L, et Radarsat, qui est le satellite canadien. La communauté scientifique américaine, française, allemande et japonaise a demandé pendant longtemps d'avoir un satellite qui soit optimisé pour faire des études de catastrophes naturelles, surtout des volcans et des tremblements de terre. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une orbite qui ait une répétition exacte tous les quelques jours. On dit 8 jours en général. Ce serait mieux que ce soit un peu plus souvent, mais en fait, on fait ce qu'on peut. Que ce soit fait en bande L, de façon à ne pas être gêné par la végétation, et qu'il y ait un système de données qui nous permette de faire le processing rapidement. Je suis un petit peu en retard là. LiDAR. LiDAR, c'est la même chose que le radar, mais c'est avec un laser. Donc, en fait, ce qu'on mesure dans ce cas-là, c'est le temps de parcours aller-retour d'une impulsion laser. Une impulsion laser d'une nanoseconde, c'est 30 cm. Une nanoseconde, c'est 30 cm. C'est facile à se retenir. Et si on pouvait avoir des impulsions comme ça à un rythme de une dizaine par mètre carré, on peut reconstruire la topographie de la région. Et il y a des endroits où ça marche très bien. Par exemple, voilà une image de satellite, voilà une image LiDAR, et on reconnaît très bien la faille qui suit ici. On peut faire exactement la même chose qu'on a vu faire par Paul Taponnier et ses collègues pour corréler les décalages à travers la faille. Voilà, si on dit que ce petit torrent et ce petit torrent, c'est le même torrent avant le tremblement de terre et après le tremblement de terre, on peut les mettre ensemble et recalculer le déplacement. Et on voit, une fois de plus, dans le déplacement changer en fonction de position de la faille. Mais une chose qu'on peut faire, c'est reconnaître qu'il y a toujours quelques photons sur une impulsion laser qui passent à travers les feuilles, qui descendent jusqu'au sol et qui remontent. On n'a pas besoin de beaucoup, mais le dernier photon qui revient, c'est celui qui est allé le plus profond. Donc si on fait une carte avec seulement les derniers photons qui reviennent, même dans les endroits où il y a des arbres, on peut retrouver des choses qu'on ne savait pas. Ça, c'est fait juste au sud de Seattle. C'est une carte de terrain. Et ça, c'est la même carte faite avec un processus laser. Et on voit deux choses qu'on serait incapable de reconnaître de ce côté-là. La première chose, c'est qu'il y a une faille ici, qui est la faille de Seattle. On ne savait pas qu'elle allait jusque-là. Et je vous défie d'aller la trouver sur le terrain, parce qu'il y a de la mousse, il y a des fougères, très difficile à voir. Et l'autre chose, c'est ces grandes rainures-là. Et ces grandes rainures sont des rainures de glaciation. Et tous les géomorphologues sont très contents de pouvoir le faire. Finalement, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est
ce qui se passe dans l'ionosphère. Les ondes radio, les ondes micro-ondes du GPS sont sensibles à l'ionosphère parce qu'il y a une dispersion qui fait que la vitesse de la lumière est une fonction de la fréquence. Et si on a le moyen de trouver le délai entre le satellite et la surface associé avec cette propagation, on peut calculer la densité d'électrons au niveau de l'ionosphère. La raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que s'il y a un déplacement du sol, le déplacement du sol crée une onde d'infrasonique de très, très basse fréquence qui, pour conserver l'énergie, devient une onde de grande amplitude à l'altitude de l'ionosphère, qui a à peu près de 200 ou 300 km d'altitude. Et si on peut voir ce qui se passe dans l'ionosphère, on peut faire des calculs. Alors voilà le réseau japonais, c'est le Japon une fois de plus, et voilà les points, ces points-là. Alors il y a 1 millier de stations à la surface, il y a une dizaine de satellites dans le ciel, et voilà tous les points à l'ionosphère. Et voilà ce qui s'est passé durant le tremblement de terre. Alors ces points-là, ils se déplacent parce que le satellite se déplace dans le ciel, bien sûr. Mais durant le tremblement de terre, on voit l'ionosphère se déplacer, et on voit des ondes de gravité dans l'ionosphère qui sont très, très visibles. Ça, c'est moyennement intéressant. Mais si par contre, on pouvait mesurer ça de façon constante, et qu'il y ait un phénomène électromagnétique quelconque qui précède un tremblement de terre, comme il y a certains gens qui... Non, je suis personnellement sceptique, mais il y a des tas de gens il y a certaines gens qui pensent que c'est vrai. On pourrait utiliser ce système pour avoir des systèmes de prévision sismique. Une autre chose qu'on peut faire, bien sûr, et c'est une chose qui est poursuivie en France par Philippe Lognonnet et ses étudiants, Lucie Roland en particulier, c'est de reconnaître que le déplacement de la mer durant un tsunami, qui n'est pas énorme, quand on est loin de la plage, le déplacement de la mer est 1 mètre à peu près. Ce déplacement de la mer engendre un déplacement de l'ionosphère d'une centaine de mètres. Et par conséquent, on pourrait suivre la propagation d'un tsunami en pleine mer. Parce qu'il suffit, en principe, de mettre un bateau, le bateau se déplace d'1 mètre, l'ionosphère se déplace de 100 mètres, il y a un signal qu'on devrait pouvoir construire. Et ça peut être vérifié, même avec des satellites comme Jason, satellites altimétriques, que vous avez vus précédemment. Bon, un peu de science-fiction. Si on avait un satellite qui était bien plus haut, pas géostationnaire, mais géosynchrone, donc il est un petit peu en dessous de géostationnaire, ce satellite aurait une orbite qui serait essentiellement une figure 8 au-dessus d'un point près de l'équateur. Et si on pouvait mettre un radar suffisamment puissant sur ce satellite et envoyer les données de façon constante à la surface, on pourrait avoir une carte complète d'un hémisphère en temps réel, tout le temps. Il y a eu des projets de fait. Cette antenne est une antenne gigantesque, elle fait à peu près 100 mètres de large, de diamètre, mais elle devrait pouvoir voir la propagation des ondes de surface associées avec certains tremblements de terre. Une autre idée, c'est dû à Kamal Sarabandi de l'Université de Michigan. Si on avait sur la Lune 1, 2 ou peut-être 3 antennes qui émettent des ondes radar à bandelle et qui illuminaient la Terre. La face visible de la Lune fait toujours face à la Terre. On pourrait avoir essentiellement un soleil à bandelle cohérent pour illuminer la Terre. Et à ce moment-là, on pourrait faire du radar avec des satellites pas chers en basse orbite qui regarderaient la Terre à bandelle illuminée par derrière depuis la Lune. Il se trouve que c'est tout à fait faisable, sauf que
les gens qui font GPS ne sont pas tellement contents parce que la bande L, c'est la même bande de fréquence que le GPS. Donc, ça risque de créer des problèmes. Mais c'est permis. J'ai toute une liste de collègues qui m'ont donné et leurs étudiants et leurs collègues à eux, qui m'ont donné ces diapos. Et je vais vous montrer maintenant, non, c'est fini, un film qui m'a été donné par Paul Rosen du JPL sur un concept pour une nouvelle mission radar. Ce film il m'est permis de le montrer, mais il ne m'est pas permis de le donner. Personne ne l'a jamais vu en public. Ça n'a même pas été montré aux militaires américains, me dit-on. Et voilà l'idée d'un satellite futur qui ferait une surveillance radar constante de la Terre pour les besoins de surveillance sismique, volcanique, inondation, érosion, des choses comme ça, et tsunami. Merci.